poursuit cette émission avec trois nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, Catherine Blondeau, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes responsable commercial d'une entreprise qui s'appelle Bord à Bord et qui est spécialisée dans la fabrication de bateaux. On la découvrira d'ailleurs tout à l'heure en images. J'ai également le plaisir d'accueillir René Allot. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes installé dans cette terre de Bretagne depuis quelques années déjà. Quand je dis c'est vous, c'est l'entreprise, puisqu'elle a été créée en 1812. Mais vous nous reparlerez de tout ça, et notamment de votre premier client, qui était quelqu'un de très connu. Et puis je conclus ce tour de table avec Pierre Le Guillou. Bonjour, bienvenue à vous. Également, vous êtes directeur d'une des 8 branches de la Coperle. Alors plus précisément, cette branche, elle est spécialisée dans la distribution de produits très spécifiques. Hein. Oui, la distribution de produits dédiés aux éleveurs de cochons, éleveurs de porc. On découvrira ça en images. Alors, René Allot, je le disais, une entreprise de 202 ans, création en 1812, avec un premier client qui s'appelle Napoléon Bonaparte et qui vous demande de faire des tonneaux. Enfin, quand je dis vous, ce sont vos ancêtres. C'est comme ça que ça se passe ? Absolument, bonjour. Oui, en 1812, tous les menuisiers étaient réquisitionnés par les armées napoléoniennes pour faire des tonneaux. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec des tonneaux ? Eh bien, c'est tout simple. On engrangeait les grains, les céréales, on les roulait sur les charrettes. Des charrettes, on les amenait aux péniches, puisqu'il y avait le canal de Nantes à Brest qui a été fait pour le blocus de la ville de Brest contre l'Angleterre. Et alors, les armées napoléoniennes armaient Brest. Et au retour, ils emmenaient carrément de charges de marchandises pour les armées napoléoniennes qui étaient en Russie. Qui étaient en Russie, effectivement. Alors, vous nous avez amené je ne sais pas si c'est une valise ou une mallette, je ne sais pas comment vous la définissez vous-même. Pour nous, c'est une mallette de travail. Pour vous, c'est une vraie mallette de travail. Alors d'abord, c'est un remarquable travail de marqueterie. On va le voir à l'image. Cette mallette, elle vous a notamment servi il y a quelques dizaines d'années pour faire les premiers clients aux États-Unis. Donc oui, vous êtes parti avec votre mallette aux États-Unis. Je ne suis pas parti pour vendre cette mallette de marqueterie. Non. Je suis parti là-bas aux États-Unis pour vendre nos fabrications de meubles et de sièges d'art là-bas en Caroline du Nord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Dans cette mallette ici, en ce moment, eh bien, vous avez... vous pouvez l'ouvrir, ouvrez-la, monsieur Allot. Absolument. Je pose mon micro et puis je vais l'ouvrir. Alors, on va découvrir l'intérieur de la mallette de monsieur Allot. Alors, moi, j'ai déjà eu le privilège de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a notamment... Alors, monsieur Allot, vous allez reprendre votre micro. Il y a notamment le cahier à dessin. Ça, c'est mon cahier de travail de tous les jours. C'est mon carnet à dessin. Ça, c'est la Bible de travail. Ça, c'est le livre historique de la maison. Et là, vous vous retrouvez avec un livre catalogue qui, à l'heure actuelle, sert énormément. Et il a été fait surtout en anglais pour les clients étrangers. Pour vos clients étrangers. Monsieur Allot, si un jour vous vous lancez dans le téléachat, vous êtes tout à fait opérationnel. Plus sérieusement, on va découvrir votre entreprise en images parce qu'on y fait de très belles choses. Et il faut les voir, ces très belles choses, grâce à ce reportage qu'a tourné pour nous Clément Godard. Cela fait plus de 2 siècles que l'on mêle ici le travail du bois et l'art. Aux ateliers Allot, les meubles et les sièges sont fabriqués à la main, de la menuiserie aux finitions en passant par la marqueterie ou la sculpture. Ici, les ouvriers sont considérés comme des artistes. Vous avez des experts, vous avez vraiment des experts dans chaque métier qui ont, augmenté leurs connaissances dans nos ateliers et on est vigilant pour qu'ils sont vraiment à la pointe de leur métier, quoi. Ils sont véritablement des très bons. Ce sont des maîtres et non pas ce sont des maîtres dans leur art et riches ouvriers que nous avons formés. En tout, ce sont 8 métiers différents qui sont représentés ici pour reproduire, dans le respect de la tradition, des reproductions de meubles anciens. Aujourd'hui, ces pièces intéressent des passionnés, mais aussi de plus en plus de clients étrangers. Des fois, nous avons des clientèles russes qui sont très importantes. Nous avons des fois des Qataris qui viennent chez nous, des fois ce sont des Chinois
Contrairement à 50 ans où les Chinois nous ont complètement embêtés avec leur importation en France, eh bien aujourd'hui on est content, nous on arrive à vendre chez eux. C'est quand même curieux. Au total, les ateliers Allo qui ont obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant proposent environ 650 modèles différents. Bon, monsieur Lalo, le fait d'être labellisé Entreprise du patrimoine vivant, qu'est-ce que ça a comme impact vis-à-vis de vos clients? Est-ce que c'est quelque chose auquel ils sont sensibles? Pour le moment, en France, le label n'est pas encore reconnu, malgré que c'est un label d'État. C'est le premier label d'État, en tout cas. Et puis, nous avons été dans ce label parmi les premières entreprises. Mais sur le plan français, ce n'est pas connu. Par contre, c'est réputé, ou ça commence à être réputé à l'international. Et là, ça nous fait venir des gens... qui viennent effectivement de pays très divers, on l'a bien compris. Alors, vous vendez à des Chinois, à des Russes, à des gens qui viennent du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça que l'on peut citer? Coréens, Australiens, et puis États-Unis, Brésil. Bon, ben vous êtes dans le monde entier. Comment on réussit justement à pénétrer ces marchés? Comment ça se passe? Comment vous avez procédé? Parce qu'on est intéressé par vos secrets de fabrication, bien évidemment. Oui, alors on a en définitive une spécialité, nous, c'est que depuis 1950, après-guerre, on n'a fait que du client particulier, alors que nos parents travaillaient exclusivement que pour des antiquaires. Et nous, on ne voulait pas reprendre les clients à réseau, puisqu'à une certaine époque, le client de réseau voulait absolument des prix, et puis il ne voyait pas tout à fait la qualité, ou il s'en foutait de la qualité, puisque c'était plutôt le ratio comptable qui l'intéressait. Absolument. Et donc, là, vous changez de méthode, vous vous dites, on va mettre en avant nos qualités, notre qualité de travail, nos savoir-faire pour pouvoir toucher cette clientèle, c'est ça? Absolument. Et puis, comment je veux dire, au fur et à mesure, on était quand même en Bretagne. Et en Bretagne, c'est assez difficile de trouver des ouvriers hautement qualifiés. Alors, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il fallait faire entrer tout le savoir-faire de plusieurs métiers qui étaient autour de nous, puisque, comment je veux dire, on savait travailler le bois, mais il fallait également faire de la laque, de la dorure et également de la tapisserie garnissage, quoi. Et c'est toute cette foison d'associations de métiers différents qui ont fait que, ma foi, on s'est retrouvé avec une clientèle particulière qui venait de toutes parts, des quatre coins de la France, quoi. Alors, est-ce que ça passe aussi par Internet? Est-ce que ça passe par un showroom en région parisienne, par exemple? Eh bien, le showroom de la région parisienne est tout neuf, donc il n'a que 8 mois. Là, c'est pourquoi on a fait ce showroom? Tout simplement, c'était pour la clientèle étrangère qui ne venait pas à l'Oudiac. Parce que le gros problème, c'est que de faire venir des gens à l'Oudiac, que ce soit déjà des Français ou que ce soit même des Bretons qui habitent à Saint-Brieuc, par exemple, on fait venir un Briochin pendant qu'on fait venir 3 Ventais et 5 Quimpérois. C'est un peu pour vous dire que ce n'est pas une histoire de kilométrage, c'est une histoire tout simplement de réaction en fonction du chef-lieu de département par rapport à Saint-Ville. Il y a ce showroom qui est rue de Vaugirard, hein, c'est ça? C'est exact. N'hésitez pas à le dire. Oui. Vous êtes là aussi pour ça. Alors, vous m'avez raconté ça pour la préparation de cette émission. Il y a un client là que vous avez récupéré qui n'est pas très loin d'ici, un client de Plouay, c'est ça? Et qui vous a connu grâce au showroom parisien. Oui, c'est exact. C'est très marrant, ce qui veut dire qu'en gros, vous allez me faire parler de choses qui sont dans l'inconscient collectif breton. Tout ce qui est subjectif est en définitive bien que dans les grandes villes comme Rennes ou comme Paris. Paris, c'est encore mieux que Rennes, bien sûr. Alors, quand on parle de Saint-Brieuc, ça devient plus dégradant. Et puis, quand on parle de Loudiac, alors là, on est carrément pas connu. Bon, et c'est un tort. Et c'est un tort. Bon, en tout cas, vous l'avez récupéré, ce client. On a récupéré ce client, ce qui est l'essentiel, finalement. Aujourd'hui, ce que vous vendez à l'étranger représente combien dans votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée?
Alors, les étrangers, on a une perte de clients français. Les clients bretons, bien sûr, étaient très puissants, et puisque c'était un tiers de notre chiffre d'affaires, un tiers les Français et un tiers les étrangers. Ça, je vous parle des années il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, c'est carrément une tendance différente. C'est que l'international va faire à peu près 85% de notre chiffre d'affaires cette année. Et la perte de vitesse de la France, ça vient simplement que c'est un état de fait, quoi. Oui. Alors, ce qui veut dire, monsieur Allot, c'est que vous réussissez à maintenir l'activité de votre entreprise parce que vous avez développé l'export. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que, comment je veux dire, les premiers clients, ça a été l'émir du Qatar. Et à partir de là... C'est pas mal, l'émir du Qatar, c'est bien, oui, c'est une belle carte de visite, ça. C'était une belle carte de visite. Lui tout seul, ça remonte quand même à 22 ans, cette histoire. Lorsque j'ai été aux États-Unis, il y a 30 ans, c'était avec une mallette, avec cette mallette ici. Et comment je veux dire, aujourd'hui, ça fait son petit chemin. On se retrouve toujours avec des clients particuliers qui viennent chez nous de grande distance, quoi. Bon, on reviendra avec vous tout à l'heure, monsieur Allot. Madame Blondeau, alors vous construisez, quand je dis vous, c'est l'entreprise que vous représentez, des bateaux en aluminium, moins de 20 mètres de longueur. Alors, monsieur Allot a l'avantage de pouvoir partir avec sa petite valise pour démarcher les clients. Pour vous, c'est un peu plus compliqué avec les bateaux. Avant de vous donner la parole, on va suivre ce reportage tourné pour nous par Emmanuel Lebelago. Et ensuite, on va donner un certain nombre de clés aux téléspectateurs pour bien comprendre comment vous êtes adapté, vous, à cet export, avec notamment Internet, les salons. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. On découvre d'abord, si vous le voulez bien, ce reportage. En mai dernier, 4 bateaux étaient livrés à l'ONG internationale de défense des animaux marins, Sea Shepherd. Ces embarcations d'intervention en aluminium sont sorties du chantier naval bord à bord à Plestin-les-Grèves. Ici, 8 personnes, dont 6 soudeurs, fabriquent à l'année des bateaux de travail et de loisirs. Nous avons réellement 3 gammes de bateaux. Ce sont les 3 P de bord à bord. Ce sont des bateaux de plaisance, de plongée et professionnels. Ce sont des bateaux qui sont tous différents les uns des autres. Alors, ce sont évidemment des bateaux en aluminium. Ce sont des bateaux qui sont... Nous travaillons avec une demi-douzaine d'architectes différents. Et nous envoyons nos bateaux partout à travers le monde, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Tahiti. Courant décembre, ces bateaux destinés à des entreprises navigueront sur les eaux africaines. Pour 2014, Bord à Bord a réalisé un chiffre d'affaires de 1 200 000 €, soit le double de 2013, sans réduire la marge de bénéfice. Pour arriver à ce résultat, la part de l'export a elle aussi doublé, passant de 40 à 80% du chiffre d'affaires. À partir du moment où on a des bateaux très spécifiques, on a un marché national, mais qui, suite à la crise, s'est affaibli considérablement. Et l'export était incontournable. Donc, attaquer un marché export, se faire connaître, c'est passer par des salons internationaux, ce que nous avons fait, donc par une présence aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Et c'est grâce à ces salons qu'on a pu se faire connaître. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en juillet 2015, Bord à Bord ne navigue pas à vue. Si cette bonne santé perdure, l'entreprise envisage de transformer certains de ses CDD en CDI. Voilà donc pour ce reportage d'Emmanuel Lebelago. Alors, Catherine Blondeau, on a bien compris qu'il y avait eu, j'allais dire, quasiment une explosion de vos chiffres à l'export. Ça vous a permis effectivement de pallier les insuffisances du marché national. Mais ceci dit, il faut la réussir, cette performance. Alors, quel est votre secret? Comment, on a bien compris qu'il y avait les salons. Oui. Et puis il y avait Internet. Racontez-nous Oui. ça, parce que ça a été un vrai coup de, j'allais dire, d'accélérateur pour vous. Oui. Alors, Internet est surprenant. On vend nos bateaux par Internet, ça, et des bateaux qui n'existent pas. Donc, c'est un peu... Et que vous construisez ensuite, je rassure quand même les téléspectateurs, oui. Tout ça est parfaitement légal. Voilà, exactement. Donc, Bord à Bord a développé son chiffre export et ses commandes export, essentiellement grâce à notre présence sur le net et un excellent référencement. On a un site qui est en bilingue, en français et en anglais, et qui montre nos bateaux présents dans le monde entier. Donc, où que soit le futur client, il peut trouver des bateaux bord à bord
près de chez lui ou éventuellement contacter, et c'est ainsi qu'on les encourage. On encourage nos clients à contacter des clients qui ont déjà un bateau bord à bord. Donc finalement, vous demandez à vos clients de devenir vos VRP, c'est ça? Un peu, oui. Et ça marche? Et ça marche. C'est pour ça qu'on les bichonne particulièrement, parce qu'ils sont les représentants. C'est notre vitrine. Donc une vitrine de cette qualité, ça se respecte et ça se construit. Donc on construit nos bateaux, mais on construit aussi cette relation un peu particulière avec des clients qui nous font confiance lorsqu'ils signent avec le chantier bord à bord un bateau qui n'existe pas pour partir à l'autre bout du monde. Et on ne le verra pas forcément, ce client. Bon, alors je crois savoir que vous avez... Alors on a parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, oui. On a parlé de Tahiti, Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la planète, le Congo. Comment réussit-on à, j'allais dire, à entretenir toutes ces relations avec des clients, à prospecter, à faire en sorte que ce réseau fonctionne, que vous trouviez de nouveaux clients quand on est dans une toute petite entreprise, qu'il faut faire s'occuper du site internet, qu'il faut être la responsable commerciale, qu'il faut faire sans doute un petit peu de comptabilité, tout ça. Comment vous réussissez ce tour de force? Oui, c'est des vrai journées, donc que 24 heures, je vous le rappelle. C'est des journées de 24 heures, mais je dirais qu'il y a... Lorsqu'avec mon mari, on a repris le chantier et qu'on l'a développé de cette manière, il y a beaucoup de passion chez nous et je pense que ça transparaît. Donc nos clients, quand on leur parle de leur bateau, on y met toute notre passion et notre volonté de le faire leur bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux bateaux qui quittent le chantier identiques. Si la carène est la même, on va forcément avoir des aménagements différents parce que l'utilisateur aura un bateau pour des activités différentes. Donc vous travaillez à la commande, hein, c'est un bateau spécifique, voilà, il n'y a pas deux bateaux pareils. Non, il n'y a pas deux bateaux pareils. C'est vrai que les clients aiment bien aussi un petit peu ce côté à avoir leur bateau. C'est un bateau bord à bord, c'est le mien. Donc c'est aussi le plus qu'on peut leur offrir, cette souplesse qui fait notre reconnaissance sur le marché. Et votre force. Force René Allot, vous avez au moins un point commun avec Catherine Blondeau, c'est la passion. On a bien compris que dans l'entreprise bord à bord, on mettait beaucoup de cœur à la fabrication des bateaux. C'est la même chose pour vous. Et ça aussi, ça compte vis-à-vis de votre clientèle. Absolument. Je crois qu'on ne se connaissait pas avant, mais là, on a deux métiers particulièrement... comment je veux dire, sur la même... Vous avez des similitudes finalement, hein. Vous êtes dans des secteurs d'activité qui sont différents, mais vous avez la même passion pour le métier. Alors, il y en a un autre qui est passionné, qui est d'à côté de nous, Pierre Le Guillou. On va d'abord rappeler que la Coperle, c'est une grosse structure, très grosse structure, il y a 8 familles finalement, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc vous êtes, vous, à la tête d'une de ces familles? Alors, je suis à la tête d'une de ces familles et dans le cadre de l'activité export, je m'occupe de réunir 4 familles qui sont celles qui sont liées à l'élevage, donc la partie amont du métier de l'élevage, hein, parce que l'autre partie, la partie aval, concerne la viande et tous les métiers de la viande. Et moi, je m'occupe de toute l'exportation de notre savoir-faire à l'éleveur. Bon, on va aller justement chez l'un de vos clients, c'est ça? Un élevage, oui, un de nos élevages. Avec qui vous collaborez, et c'est un reportage qui a été tourné par Mathilde Kemener. Vendre son savoir-faire à l'international, c'est désormais la stratégie de la Coperle, la coopérative costarmoricaine, leader du porc en France. Depuis 4 ans, elle exporte sa filière amont, c'est-à-dire sa vision de l'élevage porcin. C'est une approche globale de l'élevage qui va de la génétique porcine, des bâtiments et des équipements, de la partie environnementale, des équipements pour le traitement des lisiers et le traitement environnemental. On exporte aussi des produits d'hygiène, de santé et de l'aliment pour les animaux. Et ce, principalement en Chine et en Russie. Pour cela, la Coperle embauche une trentaine de personnes supplémentaires dans le monde, un développement qu'elle promet bénéfique pour ses adhérents. On ne se fait pas concurrence à nous-mêmes parce que nos clients sont aussi des clients qui, de tous les cas, trouveront des fournisseurs pour les aider à progresser. Donc en fait, autant aller capter cette valeur ajoutée, nous aussi, pour le ramener dès que possible en France et en Bretagne. Car sur ce marché, la concurrence est rude. La coopérative essaye de trouver sa place face à des Danois, des Brésiliens ou encore des Américains très offensifs. Voilà, il y a beaucoup d'éléments dans ce reportage de Mathilde Kemener. Alors d'abord, le premier élément, c'est que c'est une activité relativement récente, hein. Oui. On peut donner quelques dates pour
qu'on comprenne bien votre stratégie. Alors, on a commencé notre activité export en 2010. 2010, donc c'est quelque chose de récent. Oui. Effectivement, la question récurrente qui vient, notamment de la part de vos coopérateurs, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train de former nos concurrents? Vous y répondez en partie dans ce reportage en disant si nous n'y allons pas, ce sont d'autres qui iront. C'est pas toujours évident de bien faire passer cette notion-là. Non, c'est sûr. Mais un autre aspect, c'est que l'exportation nous oblige à être meilleurs. Donc, nous oblige à être meilleurs en logistique, meilleurs à écouter les besoins et à écouter les attentes de nos clients. Et autre point qui est très important, c'est qu'à l'étranger, on n'a pas la même culture forcément de l'élevage, et en particulier sur les aspects sanitaires et environnement. Les étrangers viennent quand même chercher donc ces choses qui ne sont pas très compétitives, en fait, qui ne viennent pas mettre en danger la compétitivité bretonne. Ils viennent chercher aussi un peu de savoir-faire, et ça, on en profite pour leur vendre. Alors ça, c'est important ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, que ce soit, on a parlé tout à l'heure des meubles, de l'atelier à l'eau, on a parlé des bateaux de bord à bord. Il y a des vrais savoir-faire, et ces savoir-faire, il ne faut pas hésiter à les exporter parce qu'il y a une vraie plus-value pour l'entreprise. Oui, alors c'est vrai que c'est une démarche volontaire. Hein. C'est aller chercher à vendre ses produits à l'export, ça peut paraître peu naturel au départ, et c'est d'ailleurs une démarche assez difficile. Il faut vraiment s'impliquer énormément. Mais une fois qu'on y est, on prend goût à cette diversité de culture et cette diversité de clients. Nous, juste pour donner un ordre d'idée, nos clients sont entre 10 et 20 fois plus gros que les clients bretons, qu'un éleveur breton. Donc voilà, c'est une nouvelle typologie de clientèle, finalement. Alors, Pierre Le Guillauze, vous nous expliquez qu'il faut s'investir sur ces marchés. Très concrètement, ça veut dire pour vous que vous allez en Chine au moins une demi-douzaine de fois par an. Hein. Oui, mais non seulement moi, mais aussi Emmanuel Como, le directeur général de la Coperle. Lui-même, étant donné que c'est un axe stratégique de s'internationaliser, de prendre place sur d'autres marchés, eh bien, lui-même, il s'investit aussi. Et donc moi, je passe... En Chine, j'y vais 6 fois par an, à peu près, mais aussi en Russie, j'y vais quelques fois. C'est important d'aller sur place, bien évidemment, pour voir ce qui s'y passe et puis pour avoir ce contact avec vos clients. Alors, nos éleveurs, ils se déplacent, nos clients éleveurs viennent un peu voir ce qu'on fait, mais il est avant tout nécessaire d'être chez eux, sur leur terre, parce qu'un élevage, ça se met sur une terre, sur un terrain, dans un environnement. Et donc, oui, c'est essentiel d'être là-bas. Et c'est essentiel pour des grands groupes. Alors, on a bien évidemment, et c'était l'intérêt de cette discussion, d'avoir des entreprises de taille très diverses, mais c'est important pour les grands groupes de se diversifier et d'être présents sur des marchés internationaux, qui plus est des marchés en émergence. Tout à fait. Donc, pour l'exemple de la Chine, 1 cochon sur 2 dans le monde est en Chine. Donc, ça représente en un seul pays la moitié du marché mondial. Donc, ne pas y être présent... ne nous semblait pas être... y être présent, à l'inverse, c'était pertinent. C'était essentiel. Et ne pas y être, c'est faire courir à l'entreprise un vrai danger sur le long terme. En tout cas, un marché important nous échappait et d'autres y sont, encore une fois. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Bon, il y a cette notion d'exigence dont on a parlé, Madame Blondeau, et puis je vais également demander à René Allot de s'exprimer sur cet aspect. Être à l'international... on a peut-être moins le droit à l'erreur que sur un marché national où on peut effectivement peut-être plus facilement rattraper quelque chose qui n'a pas été. Quand on est vraiment tourné vers l'export, il faut que ce soit bon et que ce soit bon dès le premier coup. En effet, puisque pour nous, encore une fois, c'est une nouvelle vitrine sur des nouvelles destinations. Donc il est incontournable d'être bon et on se mesure beaucoup plus largement puisqu'on se mesure à l'international avec des entreprises, des compétiteurs internationaux. On n'est plus simplement sur le marché national. Donc, des comparaisons se font. Il faut qu'on montre la qualité bretonne, française, celle de bord à bord. Et on y met vraiment énormément de cœur. Il faut savoir aussi pour nous, et c'est important, que quand le client reçoit le bateau, il ne faut pas qu'il découvre son bateau comme cela. Il va y avoir tout au long de la construction, qui peut
durer de 2 mois à 8 mois. Il va y avoir des envois de photos régulièrement et le net, évidemment, nous aide, nous accompagne beaucoup dans cette relation privilégiée. Donc, le client ne va pas découvrir son bateau, il va le voir évoluer. Et tout au long de cette fabrication, il peut intervenir. On peut faire des améliorations auxquelles il n'a pas pensé dans le cahier des charges ou parce que nous-mêmes, on peut être force de proposition. Mais ça veut dire qu'au final, il faut lui proposer, enfin, il faut lui livrer un produit qui est parfait et qui correspond complètement à ses attentes. Complètement. Complètement. Monsieur Allot, il vaut mieux si on veut conserver ce client. Monsieur Allot, c'est la même chose pour vous. Il y a un niveau d'exigence qu'on doit atteindre quand on se dirige vers des marchés à forte valeur ajoutée qui puisse. La qualité est la même puisque c'est une qualité historique. Nous, on n'est pas dans les techniques d'aujourd'hui, mais je veux dire la qualité française doit primer. Ça, c'est une obligation que notre client soit breton ou qu'il soit français ou étranger, c'est la même qualité. Mais cette qualité, elle vous permet peut-être de faire la différence aussi à l'étranger. Bien sûr, puisque les produits Louis XV, il ne faut pas quand même oublier historiquement, puisque il n'y a personne dans le métier que nous exerçons. Que vous représentez. Que je représente. Et 95% du meuble de style Louis XV est fabriqué par 60%. Je me suis mal exprimé, mais en gros, 60% du style Louis XV est fabriqué par les Asiatiques, 40% pratiquement par les Mexicains, et l'Europe, n'arrive pas à faire 1% du style Louis XV. C'est pour vous donner un peu un aperçu de l'évolution du marché. Et puis, par contre, ce que je trouve très, très, très juste dans ce que vous avez dit, c'est que nos clients étrangers aiment voir les étapes de fabrication. Les étapes de fabrication, et ça, c'est très réconfortant pour nos compagnons. Bon. Avec la nouvelle technologie, on peut effectivement leur faire suivre cette histoire à épisode. Merci en tout cas à tous les trois pour vos témoignages. On souhaite bien évidemment bon vent à vos entreprises, qu'elles soient sur mer, sur terre. Et puis l'entreprise Allot, 202 ans, c'est déjà pas mal. On lui souhaite encore de belles années devant elle. Et puis n'oubliez pas votre magnifique petite mallette là parce qu'elle a suscité les convoitises. On va maintenant vous proposer d'accueillir d'autres intervenants qui vont nous parler de ce territoire de Centre-Bretagne. On va notamment parler de tourisme, de gastronomie, d'économie et de réseaux, puisqu'il y a des réseaux qui existent. Tout ça, nous allons le découvrir avec 4 nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur ce plateau.